Antenne de la télévision Futur Média, je suis ravie de vous retrouver. Voici les titres de cette édition. Rassemblement ce vendredi de la coalition des centrales syndicales à la place de l'Obélisque. Elles exigent du gouvernement le respect des accords signés avec les syndicalistes. Moins de 10 jours avant le référendum, le Front du Non, Nyani Bagna, a dévoilé ce vendredi son programme d'activité. La coalition compte battre campagne aussi bien à Dakar que dans l'intérieur du pays. Oumar Sarr, le coordonnateur national du PDS, est dans le nord du pays, à Dagana. Alors qu'il mobilise ses troupes pour la victoire du non, il accuse Macky Sall de faire dans la diversion. Alors que le PDS bat campagne pour le non, à Kolda, le mouvement Bamtare Sénégal apporte ce soutien au président Macky Sall. Idem à Vélingara, où les membres de la Convergence des jeunes républicains ont expliqué les 15 points du projet de réforme constitutionnelle aux populations. À Rufisque, les populations attendent toujours la mise en place des bateaux-taxis. Initié par l'Ancien Régime, ce projet tarde à voir le jour. Plus de 6 ans après, les Rufisquois invitent l'État à faire de l'investissement un projet touristique. Manifestation ce vendredi des populations de Touba Kanka. Alors qu'elles se disent impactées par le tracé de l'autoroute Ila-Touba, elles ont barré la route pour réclamer le paiement de leurs indemnisations. Voilà pour les titres de cette édition. Tout de suite, le développement. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Avant de développer les titres, cette information de nos confrères de France 24, la justice française déclare recevable la plainte de Karim Wade pour détention arbitraire. Cela fait suite à l'avis du groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire qui avait confirmé son premier avis rendu public en avril 2015. Nous y reviendrons. Je vous l'annonçais en titre, rassemblement ce vendredi de la coalition des centrales syndicales à la place de l'Obélisque. Elles exigent du gouvernement le respect des accords signés avec les syndicalistes, la protection sociale, le pouvoir d'achat, la gestion des carrières, entre autres points de leurs revendications. Plus de détails, c'est avec Dissa Prera et Diafaraba. Un élément sur lequel nous reviendrons dans cette édition. On passe au Front du Non, Nyani Bagna, qui a fait face à la presse ce vendredi pour présenter son programme d'activité. La coalition a annoncé qu'elle battrait campagne à Dakar et dans l'intérieur du pays. Il sera question de rencontrer les populations et de les persuader de voter non au référendum du 20 mars prochain. Compte rendu de la conférence de presse avec Ibou Diouf et Younous Diatta. Rendez-vous avec la presse et cette fois c'est pour décliner la feuille de route de la campagne pour le référendum du 20 mars. Le Front du Non, Nyani Bagna est au front. Le Front du Non, Nyani Bagna prend l'opinion publique nationale et internationale à témoin pour montrer qu'il a choisi de respecter les règles de la République en se gardant de tout tapage médiatique avant l'ouverture officielle de la campagne, contrairement à la coalition au pouvoir qui a envahi l'espace public par des panneaux publicitaires appelant à voter dans le sens qu'ils souhaitent. Un programme de campagne à Dakar et dans les régions est annoncé. Des caravanes suivies de rassemblements et des visites de proximité avec la diffusion de manifestes intitulés Il pouvait réduire son mandat en passant par l'article 103 de la Constitution ou en soumettant la question de la réduction du mandat en cours au peuple souverain. Il ne l'a pas fait. Il avait l'occasion de réconcilier le peuple avec les dirigeants et de réhabiliter l'image de la politique et des politiciens. Il ne l'a pas fait. Pour réussir ce combat, le Front du Non, Nyani Bagna, attend l'appui des bonnes volontés pour le financement de sa campagne. Des cartes de soutien du Front sont vendues à 500 francs. Le Front donne rendez-vous au peuple dans les prochains jours pour lui permettre pour lui démontrer le manque d'ambition de la réforme de Macky Sall pour la refondation de la République et pour mettre à nu le désastre moral lié à la trahison de son gouvernement. La campagne pour le référendum démarre officiellement ce 12 mars. Le Front du Non, Nyani Bagna, démarre ses activités à la place de l'Obélisque en guise de symbole et pour honorer la mémoire des martyrs.
Le coordonnateur national du PDS est dans le département de Dagana où il mobilise ses troupes à moins de 10 jours du référendum. Au micro de nos correspondants, Oumar Sarr s'est exprimé sur la rencontre des avocats de l'État à Paris. Selon lui, Macky Sall fait dans la diversion. Je vous propose d'écouter Oumar Sarr. Ses propos sont recueillis par Ousseynou Diop et Habib Sek. Des avocats qui à Paris font des conférences de presse et racontent n'importe quoi et montrent n'importe quel dossier pour justement qu'on oublie qu'en réalité le peuple est en train de s'organiser, pour qu'on oublie que le vrai problème aujourd'hui du Sénégal, c'est que le peuple est en train de s'organiser, de se mobiliser pour battre Macky Sall le 20 mars. C'est ça qui est le plus important. Les diversions ne passeront pas. Il faudra se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est de mobiliser notre peuple dans tous les villages, dans toutes les communes, dans tous les départements, dans tout le Sénégal, et aussi à travers la diaspora à l'étranger. Il faudra mobiliser notre peuple pour que, d'une manière très claire, d'une manière très explicite, que le peuple puisse dire non à Macky Sall, non à ce référendum, et que le peuple puisse voter donc non le 20 mars 2000. À Kolda, le mouvement politique Bamtare Sénégal, dirigé par le guide religieux Cherlé Aïdara, apporte son soutien au président Macky Sall. Au terme d'une assemblée générale, toutes les sections politiques du mouvement ont décidé de voter oui au référendum. Idem à Vélingara, où les membres de la convergence des jeunes républicains ont tenu une réunion politique, une réunion lors de laquelle ils ont expliqué aux populations les 15 points du projet de réforme constitutionnelle. Abdoulaye Diallo. C'est dans une salle archi-comble que les membres du mouvement Bamtare Sénégal ont tenu leur réunion publique d'information pour harmoniser leur voix en vue d'un oui massif au soir du 20 mars. Considérant ce projet de réforme d'envergure exceptionnelle sur la scène politique africaine qui va porter sur 15 points rappelés ci-après en vue d'éclairer le débat public qui s'ouvre. Assurons le président de la République, une fois de plus, de rester à ses côtés pour voter, mais pour faire voter massivement en faveur du oui. Si vous parcourez les 15 points concernant ce référendum du 20 mars, vous allez trouver qu'il n'y a pas un seul point qui concerne son pouvoir à lui. Je pense qu'il n'y a pas plus généreux qu'un homme qui dit qu'il réduit son mandat et qui en même temps respecte les valeurs républicaines, respecte les institutions de la République. Bamtare Sénégal est contre des hommes d'État qui violent les principes républicains de notre pays. M. Macky Sall a respecté la décision du Conseil constitutionnel. Nous lui disons bravo. Toutes les sections de Bamtare Sénégal des régions de Kolda et de Sédhiou qui étaient présentes à la dite réunion se sont prononcées en faveur du oui. Idem pour le département de Vélingara, où les jeunes de la COJER, Convergence des jeunesses républicaines de Vélingara, ont organisé un panel pour expliquer devant un public venu nombreux les écouter les 15 points de la réforme constitutionnelle proposée par le président Macky Sall. Ce rencontre de partage, de vulgarisation, d'abord d'appropriation de ces 15 points, parce que ces responsables, quand ils vont réaliser cet exercice-là, ils pourront le diffuser au niveau des populations. Et le document a été traduit également en Pulaar, la langue la plus parlée dans ce département. Les 14 communes du département de Vélingara ont été représentées à cette rencontre et tous s'engagent à travailler pour le triomphe du oui au Fouladou. Les articles 20 et 33 du projet de réforme constitutionnelle posent un problème d'interprétation pour de nombreux constitutionnalistes, raison pour laquelle des spécialistes du droit ont débattu aussi bien sur le fond que sur la forme de ces articles. L'ancien ministre de la Justice, Seydou Madanissi, est venu réconforter les partisans du président Macky Sall. Retour sur cette table ronde organisée par le Cercle des Républicains, compte rendu signé Chertidiane Dione et Moudou Diop. Ancien ministre de la Justice, artisan du droit, juriste autour d'une table pour éclairer la lanterne des Sénégalais sur les 15 points de la révision constitutionnelle. Une manière pour les acteurs de passer au peigne fin les articles qui divisent l'opposition et le pouvoir. Dans chaque article, j'ai eu suffisamment d'éléments précis et je pense que ces articles-là, les conseils ne les ont pas sortis comme ça. Et c'est pourquoi je dis, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est parti encore une fois de la base. On a consulté, je l'ai dit, les citoyens, on a consulté les partis, on a consulté les chefs religieux,
etc., etc. Donc on a fait un tour d'horizon. Nous avions voulu, ce cercle il est apolitique, nous avons voulu inviter des politiques comme des non-politiques. Vous avez vu, la société civile était très importante ici, mais n'empêche, nous avions pris le soin d'inviter certains partis politiques qui nous semblaient les plus vocaux dans cette problématique du projet de loi, et la plupart sont venus, donc c'est tant mieux. D'après l'ancien ministre de la Justice de 1986 à 1990, il n'y a point d'amalgame sur les 2 mandats successifs, même si les articles 26 et 33 posent un problème d'interprétation. Il n'y a pas d'amalgame possible puisque, encore une fois, le président, dans le texte, qui est c'est-à-dire la loi actuelle, la loi constitutionnelle, il y a 2 mandats maximum. Vous vous souvenez le débat qu'il y avait du temps de Wade, ça n'a pas changé. C'est toujours la même constitution, donc il n'y a pas de changement. Le seul changement qui apparaît, c'est de dire au lieu de 7 ans, c'est 5 ans. Ce texte qu'on va voter le 20 va s'intégrer à la constitution actuelle. Cette rencontre organisée par le Cercle des Républicains a pour but de décortiquer cette notion de droit qui éventuellement divise les constitutionnalistes. Cour constitutionnelle et Conseil constitutionnel, nombreux sont des juristes qui estiment que ce n'est que terminologie et interprétation. Le parti PASTEF, les Patriotes, saisit la Cour suprême d'un recours aux fins de sursis à exécution et l'annulation du référendum pour excès de pouvoir. D'après le parti, il y a violation du décret de publication du projet de loi portant révision de la Constitution. Face à la presse ce matin, les membres de PASTEF, les Patriotes, ont estimé à 15 milliards de francs CFA le coût du référendum. Chérif Dia et Mohamed Dia. PASTEF les Patriotes relèvent plusieurs violations de la loi dans le projet de révision constitutionnelle qui ne serait pas conforme à l'avis du Conseil constitutionnel. Du coup, ce parti d'opposition a saisi la Cour suprême pour l'annulation de ce référendum. En date du 8 mars, PASTEF les Patriotes a saisi la Chambre administrative de la Cour suprême du Sénégal d'un recours aux fins de sursis à exécution et d'annulation pour excès de pouvoir des décrets numéro 2016-262 du 19 février 2016 et 2016-306 du 29 février 2016 pris par M. le Président de la République du Sénégal et portant respectivement organisation d'un référendum, publication du projet de loi portant révision de la Constitution et fixant la date du référendum. Ces violations portent notamment sur la convocation du corps électoral en pleine révision ordinaire du fichier en une rupture de l'égalité des citoyens devant la loi. L'organisation du vote des corps militaires et paramilitaires le jour du démarrage de la campagne au mépris du droit minimum à une information juste et équilibrée. Les délais plus courts que de principe pour la convocation des votants, la publication du projet de loi portant projet de révision constitutionnelle et la campagne référendaire. La composition également des bureaux de vote. Un vote que PASTEF les Patriotes estime à 15 milliards de francs CFA, contrairement au budget officiel annoncé. Le budget de 3 milliards pour ce référendum est largement sous-évalué puisque les milliards sont déjà mobilisés pour alimenter les moyens de campagne en faveur du oui. Ousmane Sonko et ses camarades appellent les Sénégalais à voter non au cas où ils seront déboutés par la Cour suprême. Nous appelons le cas échéant à un vote massif en faveur du non. PASTEF les Patriotes comptent mener une campagne sobre. Si la majorité des Sénégalais sont appelés à voter le 20 mars, certains sont appelés aux urnes ce dimanche. C'est le cas des militaires et des paramilitaires. Exceptionnellement, les Sénégalais résidant au Congo iront également voter ce 13 mars. D'après le président de la Sénat, la commission électorale a pris toutes les dispositions pour un scrutin transparent. Fatou Bintou Conté et Diafaraba. À quelques heures du vote pour le référendum, la Sénat, Commission électorale nationale autonome, fait le point. Le président revient sur les dispositions prises par la Commission pour assurer un scrutin avec zéro contestation. Nous avons une mission, c'est de nous assurer justement que les élections vont se dérouler dans des conditions de parfaite organisation. Au niveau national, nous avons 12 381 bureaux de vote répartis sur 6 342 lieux de vote.
Et nous avons un fichier consolidé de 5 496 406 électeurs. Pour ce référendum, la seule particularité demeure le vote des Sénégalais résidant au Congo, qui vont devoir aller aux urnes ce dimanche exceptionnellement. Et nous avons déjà pris la mesure de l'urgence d'installer des démembrements, notamment au Congo-Brazzaville, où la date de l'élection est avancée au 13 mars. Ce week-end, les militaires et paramilitaires vont ouvrir le bal sur l'ensemble du territoire national avec plus de 20 000 inscrits. À la veille pratiquement de l'élection par les militaires et paramilitaires, à l'heure où je vous parle, toutes les conditions sont réunies pour que ces électeurs puissent se présenter normalement dans les bureaux de vote. Il y en a 66 répartis dans 47 lieux de vote. Le référendum prévu ce 20 mars, toutes les conditions sont réunies selon la Sénat pour une consultation calme et transparente. Je vous l'annonçais à l'entame de ce journal. Rassemblement ce vendredi de la coalition des centrales syndicales à la place de l'Obélisque. Elles exigent du gouvernement le respect des accords signés avec les syndicalistes, la protection sociale, le pouvoir d'achat, la gestion des carrières, entre autres points de leurs revendications. Plus de détails, c'est avec Dissa Prera et Diafaraba. La coalition des centrales syndicales déterminées à la place de l'Obélisque cet après-midi, les travailleurs ont réclamé le respect des accords par le gouvernement. Elles demandent par ailleurs un référendum social. Ce rassemblement est un signal fort que nous adressons à ce Sénégalais qui, après avoir rencontré le président de la République, est sorti pour dire que la mission que le président de la République lui a confiée se résume en 2 mots au travail. Nous disons que les problèmes des travailleurs du Sénégal se résument en 3 mots, respect des engagements. Il y a une chose qui est constante, c'est que ce régime en place de plus en plus pose des actes allant dans le sens de précariser les travailleurs de la fonction publique. Donc c'est par une réaction spontanée que les travailleurs de la justice, les travailleurs de l'administration en général, que ce soit de la justice, de la santé, de l'enseignement, se sont dit qu'il faudrait qu'on unisse nos forces pour créer une synergie afin de mieux défendre ensemble nos intérêts qui nous sont communs. Un rassemblement pour mettre la pression sur l'État, une première étape du plan d'action établi. La coalition des syndicats n'exclut pas de hausser le ton. Une grève générale est prévue dans les prochaines semaines. Dans les jours à venir, nous travaillons à cela. Le comité scientifique qui travaille en nuit et jour fera des propositions concrètes. Il n'est pas question d'abandonner le champ à des politiciens fatigués, à des politiciens qui profitent de nos ressources, qui pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Nous allons aujourd'hui, avec cette grande unité des travailleurs des collectivités locales, de la Sonatel, de la justice, de la santé et des enseignants de tous les ordres, nous allons aller dans le sens donc de provoquer des journées de grève générale dans ce pays. Et nous considérons que c'est la seule façon de faire comprendre à ces autorités que les positions qu'elles occupent aujourd'hui, elles le doivent aux populations et par conséquent, elles ont toute l'obligation donc de s'intéresser aux préoccupations du peuple. Protection sociale, pouvoir d'achat, gestion des carrières, l'habitat social, ce sont entre autres points de revendication. Au total, il y en a 15 sur la plateforme. Qui ont tenu à honorer de leur présence la manifestation, de venir rapidement pour prendre la parole. Le financement de 151 projets de jeunes est devenu une réalité. 500 millions de francs CFA ont été distribués en chèques par le ministre de la Jeunesse, Mame Mbaye Niang. Cet après-midi, c'est la concrétisation des promesses faites durant sa tournée nationale, précise le ministre de la Jeunesse. Une rencontre que vous avez pu suivre cet après-midi sur notre antenne. La commission sociale affiche leur mécontentement. Leur président, Franck Diatta, appelle le gouvernement à respecter ses engagements. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Aïssatou Paye et Younous Diatta. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a une diminution de plus de 3 milliards de francs CFA. On ne peut pas comprendre dans l'université Cheikh Anta Diop qu'on puisse mettre à leur disposition à peu près 4200 et poussières de bourses. Ce qui n'est pas accessible, ce qui ne fait même pas la moitié des étudiants de la première année au niveau de la FJP. Donc compte tenu de tout cela, nous lançons
avertissement à toutes les autorités du moins qui sont là, en leur disant que nous sommes prêts dès la semaine prochaine à passer à la vitesse supérieure. C'est là on a jugé opportun de saisir le DG du COUD, mais sans succès. Il a été inaccessible et nous pensons qu'il ne mérite pas sa place ici. 1 milliard de francs CFA, c'est l'enveloppe qui sera allouée chaque année à la recherche et à l'innovation. Un nouveau fonds qui remplace le fonds d'impulsion pour la recherche scientifique et technique. Écoutons à ce propos la directrice du financement de la recherche et du développement technologique au ministère de l'Enseignement supérieur. Soukaina Diatine est interrogée par Mme Birame Diouf. La progression a fait que cette année, nous avons eu à recevoir 103 demandes de projets. Et ce qui fait qu'en moyenne, chaque année depuis 2007, le ministère a eu à financer 10 à 15 projets de recherche sélectionnés. Et ce financement s'élève par année à peu près à 250 millions. Et à partir de 2015, ça a évolué à 300 millions. Et le ministère a comme projet de faire évoluer ce FIRST. Donc c'est un projet qui s'appelle FIRST, le fonds d'impulsion à la recherche scientifique et technique. Et ce fonds va évoluer vers ce qu'on appelle le FNRI, c'est-à-dire un fonds national pour la recherche et l'innovation. Hier, jeudi, le rideau est tombé sur le premier forum mondial de la communauté scientifique en Afrique. Un événement qui s'est tenu au Centre international Abdou Diouf et lors duquel plusieurs recommandations ont été faites, comme par exemple porter à 1% du PIB les financements que chaque État membre de l'Union africaine devra allouer à la science, la technologie et l'innovation. La cérémonie de clôture du forum a été présidée par notre Premier ministre Mohamed Ben Abdallah Dionne, compte rendu avec Mme Birame Diouf et Mardian. La déclaration finale est lue par le directeur général de l'enseignement supérieur. Les recommandations déclinées tournent notamment autour de la concrétisation du plan d'action de Lagos. Nous nous engageons à augmenter les investissements dans les sciences et technologies en vue d'atteindre 0,7 du PIB d'ici 2020 et 1% du PIB d'ici 2025. Nous nous engageons à atteindre un pourcentage de 30% de femmes dans l'enseignement supérieur d'ici 2020 et de 40% d'ici 2025. Les différentes parties se sont engagées ainsi à combattre les discriminations liées au genre et d'offrir les jeunes scientifiques de la visibilité. Le Premier ministre s'est réjoui de la qualité des travaux. Le Sénégal compte mobiliser toutes les ressources pour atteindre les objectifs. Nos remerciements s'adressent également à tous les participants qui, à travers des panels de haut niveau, ont durant 3 jours partagé leur expérience et se sont joints à notre effort de réflexion sur le développement de notre cher continent par le biais des sciences, de la technologie et de l'innovation. Sans oublier que tout ceci s'est fait uniquement pour le service de la communauté. Science et humanité, rétablir les liens, c'est le sujet qui était au centre de cette rencontre. Plénière, session parallèle, signature de conventions, expositions, entre autres, l'ont rythmé durant 3 jours des facettes culturelles découvertes. Merci. Nous donnons toute la gratitude, la reconnaissance à la science et nous voulons que l'Afrique soit visible, que ce soit le siècle de l'Afrique. Merci beaucoup. Le Rwanda se prépare. Kigali abritera en mars 2018 la 2e édition du Next Einstein Forum en sol africain. Direction Rufisque, la vieille ville attend toujours ses bateaux taxis initiés par l'ancien régime. Ce projet tarde à voir le jour. Plusieurs centaines de millions de francs CFA ont déjà été dépensés. Malgré cela, les Rufisquois restent dans les embouteillages. Face aux infrastructures qui ont déjà été construites, les populations invitent l'État à faire de cet investissement un projet touristique. Ousseynou Diop et Biradiagne.
Une gare maritime déjà construite, un ponton bien érigé, le projet des bateaux-taxis, longtemps annoncé, constitue aujourd'hui une véritable déception pour les populations rufisquoises. Du manque d'études de certains de nos projets, surtout au niveau national, qui manque souvent de ce que l'on appelle le concept de la maîtrise d'œuvre sociale. Bon, dommage, mais on aurait souhaité que ça puisse démarrer et permettre aux Rufisquois ou bien des citoyens qui viennent de l'intérieur du pays puissent s'arrêter à Rufisque. Pour certains Rufisquois, l'actuel régime devrait changer la vocation de cette initiative pour en faire un véritable projet touristique. Au moins, avec ce projet-là, que les touristes viennent nous rendre visite. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Donc tout ce que nous pouvons faire, c'est de lancer un appel au président de la République, Macky Sall, pour qu'il puisse au moins nous venir en aide. Parce que les Rufisquois en ont besoin, le département de Rufisque en a besoin. Nous qui sommes du tourisme et du patrimoine, on peut au moins créer des trucs pour que au moins le tourisme fasse revivre au niveau de Rufisque. Pour prendre ce projet, en faire un projet touristique. Il n'est pas mauvais de changer le fiche du projet et de lui donner une nouvelle orientation pour en faire un projet touristique qui permettra à des touristes, à partir de Rufisque, d'aller directement vers Gorée ou bien d'aller sur Saly-Portudal et même jusqu'à Cap Skirring et visiter le littoral. Je pense que ça permettra à ce projet d'avoir une plus-value, une valeur ajoutée qui n'avait pas été prévue, mais qui permettra de créer des emplois. Avec l'avancée de la mer qui est une réalité à Rufisque, si les infrastructures déjà construites ne sont pas exploitées, ce sera un investissement à perte pour l'État et les populations. Permettre à toutes les femmes du Sénégal d'avoir accès à l'eau, c'est le combat mené par l'amicale des femmes des sociétés des eaux. Après avoir facilité l'accès à l'eau aux femmes des Niayes, elles promettent de se tourner vers d'autres localités du pays. Écoutons la présidente de l'amicale. Ses propos sont recueillis par Ousseynou Thiam et Biradiane. On a profité de la journée du 8 mars, qui est la journée internationale des femmes, pour aider nos sœurs à accéder à l'eau potable. On s'est rendu compte que ces femmes éprouvent d'énormes difficultés pour avoir de l'eau potable. Donc on a initié cette action. On a pu réaliser 13 branchements sociaux et une borne fontaine qu'on va inaugurer aujourd'hui en cette journée internationale de la femme. Non, on a démarré à Niag parce qu'on est sorti un petit peu de Dakar pour le faire. Mais on va le faire, ça va faire tâche d'huile un peu partout dans le pays. Parce qu'on s'est dit qu'à chaque fois nos activités se limitaient à Dakar. On a eu à faire dans le passé à Kermeyfal, on a eu à le faire à Niayes-Thioker, etc. Mais on s'est dit on va sortir un petit peu pour aller vers la banlieue dakaroise pour venir vers le village de Niag pour faire cette Attaque à Niaga, dans le département de Goudomp. Les malfaiteurs se sont dirigés directement chez le maire. Ce dernier était dans le village. Alerté, il est resté sur place. Les assaillants ont emporté son ordinateur, ses téléphones portables, sa carte professionnelle de maire, des documents et 232 000 francs CFA trouvés dans ses mallettes. Après leur forfait, les assaillants se sont dirigés vers la Guinée-Bissau. La gendarmerie et les militaires de la zone sont sur les lieux. Ils poursuivent leur patrouille sur la route du Sud. Bakary Konté. Des individus armés ont fait irruption dans la commune de Nianga aux environs de 23 h. Ils se sont dirigés chez le domicile du maire libéral, Yoram Balo. 8 malfaiteurs se sont introduits dans sa maison. Les autres ont encerclé les alentours. Sur place, ses enfants et son épouse. Le maire était encore à l'intérieur du village. Alerté, il est resté sur place. Les assaillants ont emporté son ordinateur, son passeport, sa carte professionnelle de maire, 232 000 francs CFA trouvés dans sa mallette entre autres documents. La brigade de gendarmerie de Samine, en compagnie des militaires basés à Sarayoba, se sont rendus sur les lieux. Aussitôt informés dans la nuit, les malfaiteurs, après leur coup, se sont dirigés vers la Guinée-Bissau. La gendarmerie et l'armée multiplient les patrouilles sur la route du Sud dans le département de Goudomp. Voilà une correspondance de Bakary Konté. Manifestation ce vendredi des populations de Touba-Kanka alors qu'elles se disent impactées par le tracé de l'autoroute Ila-Touba. Elles ont barré la route pour réclamer le paiement de leurs indemnisations. Reportage de nos correspondants Mohamed Jodiop et Talassam. Ce village comme habitant est sorti ce matin, tout de rouge vêtu.
Les populations impactées par le tracé de l'autoroute Ila Touba tardent à rentrer dans leur fonds d'indemnisation. Toutes les autorités du département sont venues ici. Le préfet, le sous-préfet, quand ils sont arrivés, ils ont travaillé de concert avec le chef de village. Ils ont pu répertorier toutes les superficies impactées par le projet et ont proposé à chacun une indemnisation. Mais jusque-là, nous attendons. Mon mari et son frère vivent en Italie. Ils sont venus expressément pour signer les documents qu'on nous avait présentés. Mais depuis, il a été obligé de rentrer sans pour autant rentrer dans ses fonds. Sur le tracé, les engins de l'entreprise chinoise CRBC travaillent sans relâche. Les habitants de Touba Kanka, dans la périphérie de la commune de Touba, sentent alors le danger se rapprocher, ce qui renforce leur détermination. Nous sommes sur le pied de guerre. Nous n'allons accepter aucun engin dans ce village si nous ne sommes pas indemnisés auparavant. Nous interpellons les autorités étatiques, notamment le président de la République Macky Sall. Nous sommes prêts à laisser nos vies sur place pour défendre nos intérêts. La libération des emprises, l'un des principaux problèmes qui ralentissent les travaux de Ila Touba et qui risque d'allonger les délais d'exécution. Bienvenue dans la page des sports basket Rio 2016. Les Lions dans une poule de feu. Les filles de Tafagay partagent la poule B avec les USA, le Canada, la Serbie et 2 autres nations qui sortiront du tournoi pré-olympique. Reprise ce week-end du championnat de Ligue 1 après 2 semaines de trêve. À NGB, la situation est préoccupante. En effet, le club de Niaritali Grand Dakar Biscuiterie ne compte que 2 points d'avance sur le dernier du classement. Le maintien en première division est devenu l'objectif numéro 1. Reportage de Chertidiane Diao, Mamadou Ndiaye et Khadim Sissé. Au coude à coude jusqu'à la dernière journée dans la lutte pour le titre en 2015, Niaritali vit en championnat pour le moment aux antipodes des ambitions en début de saison. La phase aller, c'est très mal passé. Nous avons fait l'évaluation la semaine passée. Bon, nous avons décidé de continuer avec le staff technique, mais quand même de remobiliser tout le monde, d'apporter les correctifs qui sont nécessaires et de travailler dans la continuité parce que c'est une équipe de football, c'est un club, il faut travailler dans la durée et il faut maintenant réfléchir à ne plus commettre les mêmes erreurs et je crois que c'est ça qui est important et le staff technique en est conscient, les dirigeants en sont conscients, les joueurs aussi en sont conscients parce que quand même dans ce pays-là, dans le monde du football en général, si ça ne va pas, on indexe les techniciens. Mais quand même, il faut essayer de voir les parts de responsabilité. Je crois que c'est ce qui a été fait. Bon, on travaille pour la remobilisation et aujourd'hui, je crois qu'on va repartir de bon pied. Après 13 journées, Niaritali n'a inscrit que 6 buts, soit la plus mauvaise attaque du championnat. Une contre-performance qui met les Galactiques à 2 points de la lanterne rouge. Radicalement, on le voudrait d'une manière radicale, quoi. Et peut-être refleuter avec les sommets, quoi. Donc nous sommes dans cet état d'esprit et nous avons travaillé en conséquence. Bon. On va voir maintenant. Qu'on faisait l'année dernière pour être second, c'est la même chose qu'on fait aujourd'hui. Donc il n'y a rien à changer. Peut-être même il y a plus d'organisation et plus de sérieux. Donc c'est ce qui nous rassure, ce qui nous rend optimistes pour savoir qu'on va revenir dans l'eau. Éliminé en Coupe de la Ligue, Niaritali n'a plus comme objectif que le maintien et aller le plus loin possible en Coupe du Sénégal. Et puis avant de vous quitter, voici le programme de la 14e journée de Ligue 1. Djaraf, Linguère, NGB, Mbour, Petite Côte, Sunéor, GFC, Djambar, Uzo, Stade de Mbour, OL de Ngor, Ndjambour, AS Douane, US Gorée, Casa Sport. Voilà, c'est ainsi que se termine cette édition. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à demain pour le journal de 20h. Je vous laisse en compagnie de Bouba. Bonsoir Bouba. Bonsoir.